Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va analyser une vidéo de la chaîne Yann Darwin dont le titre est Point de marché crypto, ça pue, et dans laquelle il nous donne sa vision du marché crypto. Concernant la date, la vidéo a été enregistrée le 13 mars 2025 et le graphique du Bitcoin ressemblait alors à ceci. En résumé rapide, le Bitcoin venait de retomber dans la zone des 80 000 $ après avoir fait un sommet à 109 000 $ 2 mois auparavant. Voilà pour le contexte, on peut lancer le premier extrait. On va pas faire un focus sur le marché action aujourd'hui, on le fera dans une autre vidéo, mais on va faire un focus sur le marché crypto pour savoir où est-ce qu'on en est dans ce cycle. Qu'est-ce que je fais avec mes allocations, on va voir aussi des indicateurs bien sûr comme d'habitude, et je vais te donner des tips. Alors on l'avait déjà vu plein de fois sur comment prendre des profits, l'importance de prendre des profits, on en a parlé dans plusieurs vidéos. Tiens, on va aller sur la courbe, on avait parlé, tu vois là je t'affiche le magnifique cycle 2021 sur le Bitcoin ici, et on a ensemble fait le suivi au fur et à mesure du temps jusqu'à cette première vidéo du début du bull run officiel, en tout cas pour moi. Voilà, c'était là le début du bull run. On a eu l'ETF Bitcoin qu'on a vécu ensemble, on a eu le fameux sell de news, et puis on a tous attendu le halving qu'on a vu ensemble, et on a enfin cassé le plus haut 2021, puis on est venu retenter hop le halving ici en bleu. On a eu l'ETF ETH avec beaucoup d'espoir sur Ethereum, et puis on sait ce qui est devenu l'histoire d'Ethereum. On était revenu dans une zone d'accumulation ici en gris, et on en était à peu près là. Après l'élection de Trump, à la dernière vidéo, on arrivait ici en haut sur cette explosion finalement avec les fameux 100K, et là j'ai une flèche qui va arriver puisque là il y a ce que tu as raté finalement depuis ce temps-là. On est arrivé tout en haut et vers ici. Le 18 janvier pour être précis, j'ai pris 20% de mes profits. Je l'avais d'ailleurs annoncé sur Twitter ici le lendemain, puisque encore une fois pas de temps réel en dehors de Money Game, mais là bon il y avait qu'un jour de décalage, donc voilà, encore une fois suivant les différents réseaux sociaux, hasard du calendrier, j'annonçais avoir vendu 20% de ma totalité de back crypto parce que on arrivait en phase débile, on a tous vécu le marché avec plein d'indices du président des États-Unis qui lance un meme coin qui lève des centaines de millions en quelques secondes, voire même des milliards. On sait d'ailleurs, c'est assez pas clair combien les différents wallets des porteurs du projet ont pu sortir d'argent, mais bon, bref, voilà, un truc complètement fou. On a eu les tarifs, etc. On va en parler juste après. Et donc, j'ai annoncé vendre 20% de mon back crypto. Ok, on fait une première pause, car il y a déjà pas mal de choses à dire. Premier élément important, on l'a entendu à plusieurs reprises mentionner la notion de cycle de marché. On va faire un focus sur le marché crypto pour savoir où est-ce qu'on en est dans ce cycle. Et ça, c'est très bien, c'est très positif, parce que ça nous montre que c'est quelqu'un qui est conscient que la lecture des marchés financiers se fait à partir d'une unité de base qui est le cycle de marché. Donc ça veut dire que quand il investit sur les marchés, il a déjà en tête le schéma global qui va se dessiner devant lui. Voilà, c'est celui-ci. Et en conséquence, il ne pourra pas faire de grosses erreurs. D'ailleurs, rien qu'avec ce niveau de connaissance, on peut quasiment considérer que c'est un investisseur gagnant, parce que, même sans être ultra précis sur tout le reste, quelqu'un qui sait à quoi ressemble un cycle de marché, il voit à peu près le chemin que les cours vont suivre au fil du temps, et c'est déjà suffisant pour réaliser des gains. Après, par contre, le piège classique, c'est de penser que parce qu'on est un investisseur gagnant, alors on est également un investisseur compétent, alors que c'est pas forcément le cas. Et la conséquence de ce piège, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'investisseurs gagnants qui vont rester incompétents, juste parce qu'ils n'auront pas l'humilité nécessaire pour remettre en question leur stratégie et leurs connaissances, puisque de toute façon, ils sont déjà gagnants. Voilà, donc on verra dans la suite de la vidéo si notre sujet Yann Darwin fait partie de cette catégorie ou non. Et ensuite, le deuxième point intéressant qu'on peut relever sur ce premier extrait, c'est qu'on voit qu'il sait qu'un cycle de marché se termine par une phase euphorique caractérisée par des excès, puisqu'il nous parle de phase débile, qui est son terme à lui pour parler de la phase euphorique.
J'annonçais avoir vendu 20% de ma totalité de bacs crypto parce que on arrivait en phase débile, on a tous vécu le marché avec plein d'indices du président des États-Unis qui lance un meme coin qui lève des centaines de millions en quelques secondes, voire même des milliards. Et il nous donne comme exemple les actions du président Trump qui ressemblaient en effet à des signaux de phase euphorique. Bon, le problème, c'est qu'à part quelques excentricités isolées, il n'y avait en réalité à cette période, donc en mars 2025, pas une quantité suffisamment significative de signaux de ce type pour en conclure qu'on était dans la phase euphorique. En effet, pendant une vraie phase euphorique, on voit des centaines de personnes lever des fonds en quantité astronomique, on voit tous les jours des tokens doubler de valeur si ce n'est plus, et en mars 2025, on était quand même très loin de ce type d'effervescence. Mais en tout cas, même si ce monsieur Darwin semble manquer de précision au niveau de la lecture des phases de marché, au moins, il sait qu'il est impératif de repérer ce genre de signaux, et ça renforce l'idée que c'est un investisseur gagnant. Allez, on reprend l'extrait. Et donc, j'ai annoncé vendre 20% de mon bac crypto. Alors, comme d'habitude, j'ai eu toutes sortes de réactions. Certaines drôles, certaines toujours les mêmes, quoi. Hein, big up. Hein. Le mec vend ses cryptos au moment où la dominance du BTC n'a même pas vraiment commencé. Bon, on a vu ce qui s'est passé après. Hein. Oula, stop. Ici, on stoppe direct parce que c'est assez grave. Il vient de justifier sa décision de sortir 20% de sa position par le résultat qui a suivi, en nous disant « On a vu ce qu'il s'est passé après ». Alors ça, c'est catastrophique. Car il est en plein dans un biais cognitif destructeur, qui est le biais du résultat. Alors le biais du résultat, c'est lorsqu'on évalue la pertinence d'une prise de décision en fonction du résultat obtenu, et non pas en fonction de la qualité de la réflexion qui a amené à prendre cette décision, ce qui a pour effet de complètement occulter le facteur chance dans l'analyse. Alors, pour se rendre compte de l'absurdité du biais du résultat, on peut prendre un exemple volontairement extrême en imaginant un conducteur pressé de rentrer chez lui qui décide de traverser un carrefour au feu rouge et en heure de pointe à 100 km/h, bien que son passager lui suggère d'attendre le feu vert pour passer. Malgré tout, le conducteur grille le feu et passe miraculeusement le carrefour sans causer d'accident. Et comme au final, il n'y a pas eu de problème, eh bien, une analyse biaisée par le résultat consisterait à dire à son passager qu'il a pris la bonne décision de passer au rouge, puisque de toute façon, il n'y a pas eu de problème. Alors que non, c'était juste un énorme coup de chance, et la décision de griller le feu rouge était stupide, puisque 9 fois sur 10, elle aurait causé un énorme accident. Et donc ici, c'est exactement ce type d'argument qu'utilise notre sujet Yann Darwin en nous disant que, vu comment ça s'est terminé, ça démonte l'argumentation de son contradicteur. Et la conséquence de ce genre de raisonnement biaisé par le résultat, c'est que ça empêche purement et simplement l'apprentissage et le progrès, puisque ça rend impossible la remise en question de nos réflexions. C'est pourquoi seuls les investisseurs qui ont un niveau de compétence très faible, voire très très faible, peuvent prononcer des phrases comme celle qu'il vient de dire. Allez, on reprend la suite. On a vu ce qui s'est passé après. Hein. Voilà, alors des commentaires positifs, des négatifs. Je suis pas là pour faire l'étude sociologique de Twitter cette fois-ci, on va pas le faire non plus à chaque fois. Alors ici, c'est plutôt dommage pour lui que justement, il ne fasse pas cette étude sociologique sur Twitter, car ce type d'étude fait partie des méthodes les plus précises pour déterminer la phase de marché dans laquelle on se trouve. La règle générale qu'on applique, c'est que plus le niveau des commentaires est bas, ou plus il y a de fautes de grammaire, ou plus il y a de commentaires émotionnels, et plus on peut estimer qu'on est avancé dans le cycle. Et donc, s'il avait fait cette étude sociologique, il se serait peut-être aperçu qu'on n'était probablement pas encore en phase euphorique, contrairement à ce qu'il pensait à ce moment-là. Je suis pas là pour faire l'étude sociologique de Twitter cette fois-ci, on va pas le faire non plus à chaque fois, mais c'était déjà un petit peu plus nuancé. Ah, nous y voilà. C'était nuancé. Donc, pas du tout des comportements caractéristiques d'une phase euphorique. Voilà une belle démonstration de toute la puissance de l'étude sociologique sur Twitter. Il vient de démontrer malgré lui,
en faisant ce diagnostic, que son analyse de marché manquait de précision. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il ne s'en aperçoive pas, car on dirait qu'il lui manque pas tant de choses que ça pour devenir un bon investisseur, parce que, malgré toutes ces approximations, on voit qu'il comprend quand même pas mal de choses. Tout de suite aller sur l'iPad, il faut que tu apprennes à faire ça, ok ? Donc déjà, prendre des profits, c'est bien. Et prendre des profits pour réallouer sur un autre actif, Guillaume appelle ça souvent faire un combo, j'aime bien l'idée, c'est-à-dire de dire ok, j'ai pris des profits dans les cryptos, hop, de l'argent gratuit, bam, j'achète un appart. Moi, ça m'a permis de payer gratuitement mon apport sur l'appartement, tu vois. Donc ça c'est quand même cool et ça permet de réallouer sur un actif tangible. Et donc, qu'est-ce qui se passe là dans le cas de l'immobilier? Mais ça aurait pu être plein de choses, hein. Ça aurait pu être réinvestir en bourse, ça aurait pu être investir dans ton entreprise, etc. Ça permet bien souvent, si la classe d'actifs diminue le risque, et là c'était le cas pour l'immobilier, de diminuer le risque global sur ton patrimoine, sur la totalité de tes actions, sur la totalité de ton portefeuille, de tes portefeuilles, ok? Et quand je dis actions, j'entends pas actions en bourse, j'entends tes actions en tant qu'investisseur. Donc ça, il faut le comprendre, c'est super important. Bref, du coup, je continue l'histoire. On en était donc ici. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a eu cette fameuse correction qu'on a tous connue et le marché est, je vais pas aller trop loin, baissier. Hein, on est en train d'aller voir la moyenne mobile 200 et je vais vous garder un petit peu de suspense au sein de cette vidéo pour vous dire ce que j'ai fait ensuite. Alors ici, c'est intéressant car il fait ce qu'on pourrait appeler une erreur cohérente. Il dit quelque chose de faux, mais qui est cohérent par rapport à sa vision du cycle. On s'explique. Alors son erreur, c'est lorsqu'il dit que le marché est baissier. En réalité, non, à ce moment-là, le marché n'est pas baissier. Le marché est encore dans la phase haussière de son cycle, puisqu'on n'a pas encore traversé la phase euphorique. Et donc, une baisse pendant une phase haussière doit s'interpréter non pas comme un marché baissier, mais comme une correction baissière au sein d'une tendance haussière. Donc ce n'est pas un marché baissier. Mais là où il est cohérent, c'est que lui, comme dans sa vision, il considère qu'on a déjà eu la phase euphorique, c'est donc tout à fait logique dans ce cas-là d'interpréter une baisse du cours comme le début d'un marché baissier, puisque ça correspondrait à la chute de fin de cycle. Donc c'est très bien ce qu'il dit, il est logique et cohérent, mais malheureusement, son erreur initiale sur l'identification de la phase de marché va amener ce genre de déviation. Gardez un petit peu de suspense au sein de cette vidéo pour vous dire ce que j'ai fait ensuite. Donc après le 18 janvier, donc il y a 2 mois finalement. Date où je tourne cette vidéo, 13 mars, pour ceux qui regardent en retard. Et d'ailleurs, cette vidéo va sortir dans quelques minutes, dès que j'aurai fini de la tourner. J'essaye d'être réactif au maximum. On a beaucoup de choses à voir ensemble. On va commencer par dessiner. Et on va commencer par faire le point, le 360, d'où on en est maintenant. Okay ? J'espère que tu as pris des profits un petit peu plus haut. C'est pas faute de le dire, de le répéter, etc., etc. Souvent, plus on débute et moins on ose prendre des profits. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Si tu es rentré, comme on l'a vu, en début de courbe, en début de marché haussier, pendant le bear market où il y a plusieurs cycles, théoriquement, tu es toujours en gain. Donc ce sera à toi de te poser les bonnes questions. Je ne suis pas là pour appuyer sur le bouton à ta place. Je suis là pour te dire ce que je fais, éventuellement, ça peut t'inspirer. Et également, comment gérer au mieux ton risque et tes allocations. Okay ? Et après, à toi de l'adapter. Alors, on remarque qu'il parle beaucoup de prise de profit. Et ça, c'est pas bon. Alors, pourquoi ce n'est pas bon? Eh bien, parce que c'est le vocabulaire d'un investisseur qui ne comprend pas le fonctionnement de la gestion de portefeuille. En fait, à partir du moment où on parle de prise de profit, cela signifie qu'on est en train de comparer le prix du moment avec notre prix d'entrée et qu'on va utiliser cette donnée pour prendre une décision de sortie ou non. Et le problème, c'est que pour être efficace sur les marchés, il faudrait prendre ce type de décision en se basant non pas sur notre prix d'entrée, mais sur les conditions de marché du moment. Autrement dit, on ne décide pas de sortir de position en fonction de si on est en gain ou en perte, mais en fonction de si le contexte de marché est favorable ou défavorable. On peut donner un exemple pour illustrer le concept. On prend le graphe du Bitcoin. Voilà.
Et on imagine un investisseur qui serait entré en position ici début 2023 à 20 000 $. Ensuite, on connaît l'histoire, tout se met en place avec la demande d'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, et on arrive assez rapidement par ici à 40 000 $. À ce stade, on n'a évidemment pas du tout l'assurance que le cours va continuer à monter jusqu'à 100 000 $, mais on sait que les conditions de marché sont favorables à une continuation haussière. En effet, on sait que la bulle du cycle précédent a définitivement éclaté et que la phase de l'entreprise du nouveau cycle est en train de se mettre en place. On est donc dans un moment où il est très rentable de s'exposer massivement au marché. Et c'est là qu'on voit le problème avec cette histoire de prise de profit, parce que ça va nous amener à nous dire qu'on a fait x2 depuis notre point d'entrée, et qu'il serait bien de sortir une partie de notre investissement pour prendre des profits, alors que c'est un bien mauvais moment pour le faire, puisque les conditions de marché sont favorables. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un utilise le terme « prise de profit », on sait immédiatement qu'il ne maîtrise pas les concepts de la gestion de portefeuille. Comment gérer au mieux ton risque et tes allocations, ok ? Et après, à toi de l'adapter. Commençons par un petit 360, ok, rapide là, hop, overview 360 degrés du marché. C'est quoi les conditions actuellement? C'est quoi le narratif sur les marchés généraux? Ah, voilà. Par contre, ça c'est très bien. Car là, il s'interroge sur les conditions de marché. C'est exactement ce qu'il faut faire. Allez, on écoute ce qu'il a à nous dire sur les conditions de marché pour voir s'il les étudie correctement. On a les fameux tarifs. Ok, donc les tarifs aux US, il y a 2 R, je ne sais jamais, en anglais. Donc les droits de douane, ok. Je te refais pas l'histoire. Trump est en train de mettre une immense pression sur tous les pays, notamment les pays avec qui il peut être historiquement en conflit, Mexique, Chine, etc., Canada. Donc les tarifs, si tu veux, ok. L'impact est maximal aujourd'hui. Les marchés et notamment actions baissent en grande partie à cause de l'insécurité, à cause des tarifs. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, les tarifs, ça peut changer rapidement, mais aujourd'hui, ça impacte beaucoup le marché. Pourquoi? Juste rapidement, culture générale. En fait, c'est une politique inflationniste. Et le problème, c'est que aujourd'hui, tout le monde parle de la baisse de l'inflation pour retrouver le régime qu'on avait avant de taux bas et éventuellement le régime de quantitative easing. Les tarifs, c'est une politique inflationniste, tout simplement. Pourquoi? Parce que si tu dis aux importateurs, qui sont des businessmen aussi, qui sont des entreprises, mets-moi 10%, 20%, 30% de taxes, je prends moi, État, 30% de taxes sur tout ce qui rentre, forcément, je vais impacter ça sur le consommateur. Ça va pas être à la fin, bottom line, c'est le consommateur qui paye. C'est pas l'importateur qui va perdre 30% d'impôts, c'est le consommateur qui va être sur lequel les prix, la hausse des prix, la hausse des coûts finalement vont être répercutés. Donc c'est une politique inflationniste et donc du coup les marchés qui anticipent, toujours pareil, énormément, minimum 1 trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres d'anticipation pour les acteurs institutionnels sur le marché, ils se disent ok, politique inflationniste, s'il lâche pas, et donc vu que son discours se durcit pour l'instant en tout cas, et il n'est pas en train de se calmer, ça va être inflationniste, du coup ça va ralentir la baisse de l'inflation, du coup ça va ralentir la baisse des taux, du coup ça peut faire mal à l'économie, on reparle éventuellement d'une récession, etc., alors que c'était complètement sorti du narratif. Bref, les marchés corrigent. Premier point. Deuxième point, on n'a pas que ça qui se passe, il y a une conjonction de choses qui se passent. On a bien sûr la fameuse inflation. Alors, tu vas me dire, mais je comprends pas l'inflation quand on regarde les chiffres, en effet, elle baisse, les taux, en effet, Powell va baisser les taux. Alors, oui, certes, moins vite que ce qui était prévu, mais quand même, le marché price des baisses de taux, etc. Et donc, tout le monde attend. Après cette baisse de taux, tout le monde se dit, en tout cas les retail, les gens peut-être un petit peu moins éduqués se disent, ok, les taux vont baisser, donc le marché va bien réagir. Tu vois, si prochaine réunion, prochaine annonce, Powell nous dit, moins 0,25, moins 0,50, bon, a priori plutôt moins 0,25, quoique c'est même pas sûr, peut-être qu'ils vont encore holder le truc, mais on va pas rentrer dans ces détails-là pour l'instant. On se dit, tout de suite, mécaniquement, tu vois, annonce moins 0,25, remontée des marchés à risque et des assets à risque. Alors, pas du tout. C'est-à-dire que ça, c'est pricé depuis plusieurs mois. Ok. Troisième chose, pareil, qui nous fait baisser les marchés en ce moment,
c'est la géopolitique, et notamment la partie guerre, Ukraine, etc., etc. Difficulté ou pas difficulté avec la Russie, l'Europe qui commence à... les États-Unis, c'est historique ce qui se passe. Encore une fois, on fait pas de géopolitique sur cette chaîne, on fait de la finance, mais c'est quand même, parenthèse, historique ce qui est en train de se passer. Le bloc américain devient ami avec le bloc russe. C'est pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. On oublie complètement les politiques de guerre froide, etc., etc. Alors, j'ai coupé certains passages car ils étaient assez longs, et surtout parce qu'ils étaient pas importants pour les besoins de notre vidéo. Là, ce qui est important pour nous, c'est surtout de voir les sujets qu'il parcourt pour réaliser son étude des conditions de marché. Et ce qu'on a pu voir dans ces premiers extraits, c'est qu'il a surtout parlé de contexte géopolitique ou de macroéconomie, notamment avec cette histoire de tarifs, et c'est une erreur assez courante, surtout chez les investisseurs amateurs. Alors, pourquoi c'est une erreur ? Eh bien, parce qu'en réalité, ce n'est pas ce type de critère qui détermine si oui ou non les conditions de marché sont bonnes. Le bon critère qu'il faut regarder, c'est encore une fois la phase de marché dans laquelle on se trouve par rapport au cycle global. Pour bien s'en convaincre, je vous propose d'imaginer deux situations. Dans la première, on vous dit que le cycle de marché est encore au beau milieu de la phase haussière, donc quelque part par ici, mais que la situation géopolitique est tendue et la macroéconomie est mauvaise. Et dans la deuxième situation, c'est l'inverse. Le contexte géopolitique est très bon, très stable, l'économie se porte super bien, mais on vous dit que le marché est ici en pleine phase euphorique depuis plusieurs semaines, avec tout qui explose vers le haut. Et là, on comprend bien que la première situation est bien plus avantageuse que la deuxième, indépendamment de critères comme la géopolitique. Car en fait, oui, les changements de situation dans la macroéconomie ou la géopolitique vont bien évidemment provoquer des mouvements de prix, mais sans remettre en cause le cycle global. Selon la théorie des marchés financiers, les mouvements provoqués par ce genre de paramètres seront à interpréter comme du bruit de marché, dont le seul effet sur le cycle global sera éventuellement d'en rallonger ou d'en raccourcir certaines phases, mais en aucun cas, ça ne changera sa forme générale. Le cycle, lui, il suit son cours comme un rouleau compresseur et il traversera toutes ces phases. Et ce concept de cycle qui se comporte comme un rouleau compresseur a d'ailleurs été théorisé grâce à l'outil mathématique connu sous le nom de la théorie du chaos, et on a même une vidéo sur la chaîne à ce sujet si vous souhaitez en savoir plus. Et donc, c'est pourquoi, pour réaliser une étude des conditions de marché correctes, eh bien, il faut étudier les paramètres qui vont nous aider à déterminer dans quelle phase de marché on se trouve, comme par exemple grâce à l'étude sociologique des réactions sur Twitter. C'est ça, le vrai travail. Et donc lui, l'erreur qu'il fait en cherchant à comprendre l'évolution des marchés à travers la macroéconomie, je disais que c'était une erreur plutôt courante, car c'est la vision qu'ont énormément d'investisseurs. D'ailleurs, si vous interrogez n'importe quelle personne qui s'intéresse un peu à la bourse, vous vous apercevrez qu'elle essayera presque toujours de relier l'évolution des cours de bourse à l'actualité ou à la santé économique d'un pays ou d'une entreprise. Et c'est pour ça que les débutants ne s'en sortent pas sur les marchés et se font systématiquement rouler dans la farine. C'est parce qu'ils ne regardent pas là où il faut. Allez, on reprend avec son étude des conditions de marché. Quand j'entends aujourd'hui, les retails ne sont pas arrivés sur le marché, on n'a pas eu l'arrivée des... Mais dans quel monde vous vivez ? À quel moment on n'a pas eu l'arrivée des retails ? Déjà, les gens qui disent ça sont des retails. Il n'y a pas eu l'arrivée des retails sur le marché. Moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut, la dominance, mon cul. Mais t'es retail, mon pote. Tu es un retail, moi aussi d'ailleurs. Donc, il n'y a pas eu l'arrivée des retails. Si, je te jure qu'elle est très très bien là. Et un très certain nombre de retails tombent aussi dans la case des gens qui achètent les ETF. Alors ici, c'est beaucoup mieux parce qu'il s'intéresse aux bons paramètres. Il s'intéresse à un paramètre majeur qui est le profil des investisseurs présents sur le marché. Ça, c'est la bonne méthode, car c'est un paramètre qui a la capacité de nous renseigner sur la phase de marché. En effet, le principe, c'est que
plus on a d'investisseurs récréatifs sur le marché, et plus on est proche du sommet du cycle, comme illustré sur ce graphique, qui relie la phase de marché à la proportion de chaque profil d'investisseurs présent sur le marché. Bon, mais malheureusement, là, il se trompe dans l'interprétation de ce paramètre, parce qu'il nous parle d'investisseurs retail, donc d'investisseurs particuliers, et en fait, il mélange deux notions différentes. Il mélange le statut d'un investisseur avec son niveau de compétence. Or, on peut très bien être un investisseur particulier et être compétent, de la même manière qu'on peut très bien être un investisseur institutionnel et être complètement nul. Donc cette fois, oui, il regarde un paramètre pertinent, mais il l'interprète mal. Ce n'est pas l'arrivée massive d'investisseurs particuliers qui est le signe d'une fin de cycle, mais c'est l'arrivée d'investisseurs incompétents, car ce sont eux qui font n'importe quoi et amènent les comportements excessifs sur les marchés. Alors du coup, par rapport à ce qu'il nous dit, oui, il y avait peut-être déjà beaucoup d'investisseurs particuliers présents dès le mois de mars 2025, mais malheureusement, ça ne nous avance à rien de le savoir, car ce n'est pas ça qui nous signale la fin du cycle. Et on va également profiter de ce passage pour faire une petite parenthèse comportementale à son sujet, parce qu'on a quand même pu voir sur cet extrait, lorsqu'il nous parle de cette histoire de retail, que c'est quelqu'un qui semble être un peu trop excité, ou en tout cas un peu trop émotionnel, pour être un investisseur vraiment fiable. Les retail ne sont pas arrivés sur le marché, on n'a pas eu l'arrivée des... Mais dans quel monde vous vivez ? À quel moment on n'a pas eu l'arrivée des retail ? Déjà, les gens qui disent ça sont des retail. Donc, il n'y a pas eu l'arrivée des retail sur le marché. Moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut, la dominance, mon cul. Mais t'es retail, mon pote. Tu es un retail, moi aussi d'ailleurs. Donc, il n'y a pas eu l'arrivée des retail. Si, je te jure qu'elle est très très bien là. Alors, ce critère d'évaluation n'est évidemment pas un critère fiable à 100% lorsqu'on fait l'exercice du profiling d'un investisseur, puisqu'on peut évidemment être excité et performant à la fois. Mais c'est quand même un point important à relever. Ok, eh bien nous avons terminé avec le profiling de ce monsieur Yann Darwin. Et l'essentiel à retenir, c'est que pour être un investisseur gagnant sur les marchés financiers comme c'est probablement son cas, eh bien en fait, il n'y a pas besoin d'être très compétent ou très précis dans ce qu'on fait. Comme on a pu le voir avec lui, même si on fait plein d'erreurs et qu'on est régulièrement à côté de la plaque, on peut très bien s'en sortir si on maîtrise l'essentiel, c'est-à-dire la notion de cycle de marché. Si on comprend ça, et qu'on est capable de déterminer, même sans une grande précision, à quel moment on est en début de cycle ou en fin de cycle, eh bien, c'est déjà suffisant pour être un investisseur gagnant, et bravo à lui pour ça. Mais on peut bien sûr faire mieux en creusant un peu plus les concepts de la finance de marché, et dans ce but, n'hésitez pas à visionner la vidéo de la chaîne sur la théorie du chaos appliquée aux marchés financiers pour comprendre la puissance des cycles de marché. La vidéo s'affiche à l'écran.